Bien, mesdames, messieurs, bonjour, ou rebonjour à celles et ceux que j'ai vus ce matin. Je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence débat que l'on va faire comme d'habitude de la façon la plus directe et concrète possible, consacrée aux nouveaux moyens de paiement. Merci de consacrer votre début d'après-midi. J'ai un souvenir dans une séance ici l'année dernière. C'est compliqué, il fait chaud, c'est confortable. Donc je vais essayer de ne pas vous provoquer chez vous des envies de sieste. Évidemment, dans un contexte qui est marqué, on ne va pas le rappeler par une réduction forte des moyens de financement du bloc communal et intercommunal. La question du recouvrement des recettes eh bien, devient plus que désormais stratégique. Recettes et évidemment trésorerie, on a eu l'occasion d'en discuter ce matin. Ces enjeux, ils sont multiples, je voudrais vous les rappeler, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Améliorer le taux de recouvrement pour éviter évidemment les impayés. Limiter les dépenses liées aux admissions à non-valeur, qui sont toujours des délibérations compliquées à prendre parce qu'on dit adieu à quelques recettes. Et puis évidemment, réduire les coûts liés aux transactions, puisque derrière ces moyens-là, eh bien, il y a ces coûts-là. Cette modernisation, dans ce contexte des moyens de paiement, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Elle va permettre, elle peut être un levier très concret d'amélioration de l'ensemble de ces points. Et je voudrais rappeler eh bien que en 2024, il y avait une enquête qui avait été faite par l'AMF, une enquête très suivie, comme très souvent avec l'AMF, mais très suivie sur les attentes concrètes de chacune des communes de ce pays sur ces moyens de recouvrement et des questions et attentes que vous vous posiez à cette époque-là. À l'époque, il y avait un nouveau ministre des Finances, d'ailleurs. Je voulais vous en rappeler, pardon de les lire, mais les principaux enseignements, mais c'est votre parole, je ne veux pas la travestir. C'est l'accessibilité aux services financiers pour les populations éloignées du numérique, qui reste un enjeu majeur, puisque tout le monde ne maîtrise pas bien l'ensemble des éléments. Le recours aux buralistes, qui était aussi souligné, mais jugé insuffisant pour compenser la fermeture des services de proximité. Et je voulais vous dire également que 90% des collectivités qui avaient répondu avaient demandé de supprimer le coût de commissionnement carte bancaire auprès des collectivités territoriales, lorsque évidemment l'usager choisissait ce moyen de paiement pour limiter le coût pour les collectivités et favoriser le déploiement. Ce qui veut dire en fait finalement qu'on est là à la croisée des chemins entre modernisation et accessibilité, innovation, mais aussi équité, et la première d'entre elles, l'équité territoriale. Et donc l'idée c'est de vous proposer aujourd'hui de faire un tour d'horizon et de répondre à toutes vos questions, surtout, parce que vous êtes surtout là pour nous poser des questions sur comment fait-on pour trouver peut-être pas le système le plus parfait, mais celui qui peut correspondre à vos besoins dans votre mairie. La DGFiP va vous proposer tout un catalogue très concret de propositions par rapport à ça. Et puis comment on accompagne. Il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à les solliciter. 3 séquences. Des propos préalables avec une présentation synthétique du recouvrement des recettes, parce que c'est quand même important de le rappeler. Donc les moyens de paiement proposés par la DGFiP, et enfin un retour d'expérience, notamment sur la mise en œuvre du nouveau virement simplifié. J'accueille avec beaucoup de plaisir donc Madame Charlotte Baratin, qui est sous-directrice de la réglementation. Oui, alors attendez, elle est très compétente et elle se présentera bien mieux que moi. Voilà. Non. Voilà, merci. Madame Nathalie Viau, vous êtes la chef de la mission activité bancaire et moyens de paiement de la DGFiP et en charge de la simplification des sigles de la DGFiP également. Non. Monsieur Patrick Favaretto, vous êtes responsable des secteurs du moyen de paiement et de la relation avec la Banque de France à la mission des activités bancaires et des moyens de paiement. Et monsieur Frédéric Lefebvre, oui je sais, merci de m'avoir accompagné sur le côté avec moi, qui est en charge des moyens de paiement dématérialisés à la MAB. Et puis un couple ordonnateur comptable. L'amour est dans le pré, c'est rien à côté. Donc c'est Madame Stéphanie Jaffrenou, voilà, qui est responsable du service de gestion comptable de Nantes, belle ville de Nantes, et Monsieur Sébastien Tout-le-Monde,
qui est chef du service clientèle de la régie eau et assainissement de la métropole de Nantes. Merci à tous les 6 de votre disponibilité. Merci aussi à vous d'assister présent. Et je laisse sans plus attendre donc la présentation pour son titre que vous attendez tant. Et puis après, vous pourrez lui poser toutes les questions à Madame Charlotte Baratin. Je vais juste, pardon, avant de vous passer la parole, vous présenter toutes mes excuses puisque je risque d'être appelé, enfin je vais être appelé par un journaliste qui a beaucoup de questions à nous poser sur la taxe foncière, puisque ça va être le grand fantasme. Les maires vont-ils décuper la taxe foncière dès l'année prochaine? Et donc je serai obligé de vous quitter pendant un moment. Donc ne voyez pas ça comme une fuite devant les moyens de paiement, mais comme une façon de défendre toujours un peu plus les collectivités territoriales. Madame Baratin. Bonjour à tous. Effectivement, on a un sigle compliqué. En fait, plutôt que de simplification, on l'a compliqué, en fait, ou plutôt on l'a allongé avec l'humble prétention d'essayer de raconter ce qu'on fait, en fait. Et du coup, notre service qui s'appelait le service des collectivités locales s'appelle maintenant le GP Lab, service des gestions publiques locales des activités bancaires et économiques. Alors, des gestions publiques locales, c'était pour dire nous sommes vos comptables, mais pas seulement. Nous sommes aussi les comptables des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc c'était ça, des gestions publiques locales. Et les activités bancaires, eh ben, on va en parler. C'est nous c'est cette équipe que vous avez là qui tient la banque de la DGFiP. La banque, le compte Banque de France, la banque de l'État, elle est à la Banque de France, mais la banque de tous les déposants de fonds au Trésor, c'est nous. Et les moyens de paiement qu'on met à votre disposition, c'est nous aussi. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors par chez moi, j'ai l'expertise juridique, c'est réglementation dans mon nom, dans mon titre. J'ai le cadre comptable, local et hospitalier. C'est aussi à ce titre que je parle aussi d'annexe environnementale après, ce petit teasing. Et puis les activités bancaires, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors moi je vais faire une petite introduction avant qu'on parle vraiment de moyens de paiement, puisque c'est quand même l'occasion de parler un tout petit peu de la chaîne de recettes, puisque bon, si on encaisse, c'est qu'on a une chaîne de recettes. Et donc, pour vous rappeler brièvement comment ça s'organise et comment nous collaborons, puisque l'efficacité de la chaîne de recettes repose précisément sur ça. J'essaye de voir si ça marche. Voilà, donc ça c'est un peu la manière dont va s'organiser cette intervention. Moi je vous fais le 1-2 très rapidement, parce que le vrai sujet c'est le 3 et l'illustration du vrai sujet c'est le 4. Et du coup, nos collègues seront là pour vous en parler. Alors, juste quelques éléments sur le bon fonctionnement de la chaîne de la recette. Alors, normalement, la mission de recouvrement, elle est confiée au comptable public. En réalité, nous sommes une chaîne interdépendante depuis l'engagement depuis que vous décidez de votre recette, c'est vous qui êtes en interaction avec les usagers à l'origine, jusqu'au moment où nous recouvrons, ou quelquefois nous ne recouvrons pas, et du coup nous revenons vers vous pour faire passer, pour vous demander l'admission en non-valeur de l'appurement comptable d'une recette que nous avons collectivement échoué à recouvrer. Donc je vais vous parler de toute la chaîne. C'est très important de s'intéresser à ces admissions en non-valeur, mais en réalité, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui est intéressant, c'est de s'occuper de la politique de recouvrement dont vous partagez la responsabilité de la définition avec votre comptable. Donc vraiment, j'insiste, la mission de recouvrement des produits locaux, c'est vous, c'est nous, ensemble. Et alors, si on commence aux bonnes pratiques dans l'ordre, son efficacité en ce qui vous concerne, pour que le comptable puisse faire bien votre travail, il a besoin de vous parce qu'il a besoin des bonnes informations sur vos redevables, sur vos débiteurs. C'est vraiment la clé d'un recouvrement réussi. Et du coup, il est absolument impératif de s'intéresser à la qualité, les informations produites sur vos redevables et sur les débiteurs. Donc, la DGFiP s'est considérablement améliorée pour reconnaître un tiers dont les informations sont... pour identifier, en tout cas pour aller chercher un tiers, on l'appelle le tiers, le redevable, pour lequel les informations ne sont pas tout à fait complètes. En réalité, si vous fournissez à la DGFiP pour un résident le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, nous reconnaissons le tiers, c'est-à-dire nous allons lui demander l'argent où il est, et s'il le faut, nous allons lui prendre à 98-99%.
Vous n'y arrivez pas toujours à rassembler ces informations, mais c'est vraiment un sujet auquel vraiment je vous invite à vous intéresser parce que je répète, c'est la clé d'un recouvrement réussi parce qu'à partir de là, le comptable peut faire son travail. Le deuxième point sur lequel je voulais absolument insister sur ce sujet, c'est vous inviter à échanger avec vos équipes comptables sur la politique de recouvrement. C'est-à-dire, en général, moi, quand on m'aborde, les ordonnateurs m'abordent pour me parler de recouvrement, ils me disent, à juste titre et légitimement, oui, alors le trésorier, il est venu me voir avec sa liste d'admissions en non-valeur, moi, ça me coûte de l'argent. Certes, mais en réalité, ça, c'est quand le recouvrement a échoué. Moi, je vous invite en amont à aller échanger avec le même trésorier et vos équipes comptables sur sa politique de recouvrement. Le comptable peut vous proposer une convention de recouvrement dans laquelle vous fixerez ensemble les orientations conjointes. Alors, il vous accompagnera pour améliorer l'identification de vos tiers. Vous discuterez vitesse de facturation, parce que c'est un élément aussi essentiel de notre capacité collective à recouvrer. Ensuite, lui vous expliquera comment il recouvre, c'est-à-dire la phase de recouvrement amiable. Il vous expliquera comment fonctionne notre automate de poursuite, puisqu'on automatise la chaîne de recouvrement de plus en plus pour la partie facile, j'allais dire, donc le recouvrement amiable. Donc nous, quand vous nous envoyez les éléments de la facturation, on envoie au redevable une facture, on le relance, voilà. Éventuellement, on lui envoie des huissiers dans la phase gentille de l'affaire, c'est-à-dire pour l'inviter avec chaleur à régler sa dette, disons un peu plus que la lettre de relance. Et si nous échouons à ce moment-là, on passe en recouvrement forcé, c'est la prérogative régalienne de la DGFiP, auquel cas on a tout un tas d'instruments. On peut faire une saisie à tiers détenteur, on va saisir sur son compte en banque, on va lui saisir sur son salaire. Et puis, il y a des actions encore plus lourdes si la créance vaut le coup, c'est-à-dire si les enjeux financiers sont importants et si le redevable est bien identifié. Juste, ces poursuites ne sont pas gratuites. Vous vous doutez bien que... Alors, bien sûr, envoyer une lettre de relance, ça se fait de plus en plus automatiquement. Maintenant, comme on va vous le dire dans une minute, on va le mettre de plus en plus, mettre à disposition du redevable de façon dématérialisée. Donc, les coûts diminuent. Donc, ça ne mange pas de pain, j'allais dire. Nous automatisons de plus en plus certaines procédures, mais il y a des procédures qui sont coûteuses pour nous et coûteuses aussi pour le redevable. Quand on fait une SATD bancaire, très souvent, les banques apprécient moyennement. Donc, en général, le redevable, il a des frais. Il peut devenir interdit bancaire. Enfin, ce sont des procédures lourdes. Moi, j'appelle ça la violence d'État, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des procédures lourdes que, bien sûr, nous engageons de façon hiérarchisée, de façon raisonnée. Alors, bien sûr, pour une facture de 4,50 €, il y a une petite hésitation à recourir à des actions lourdes à ce point-là, sachant que nous, en SI ou en temps agent, on dépense beaucoup plus que 4,50 €. Donc à ce moment-là, ça vaut le coup d'en discuter, parce que quelquefois, vous avez beaucoup de factures de 4,50 € et ça commence à chiffrer quand on les additionne. Auquel cas, échanger avec votre comptable, c'est ce qu'on appelle la définition d'une politique commune de recouvrement, parce que pour ces factures-là, il y a plein de solutions. Alors, il y a les solutions, on peut facturer au comptant, c'est la situation où mettre en place une régie à l'endroit où justement l'usager consomme un service, par exemple. Ça vaut le coup parce que vous la recouvrez en temps réel. Donc c'est les cas. Il y a aussi des situations où peut-être vous conservez votre facture et vous faites fond de plusieurs factures pour envoyer au comptable une facture groupée quand l'usager, vous avez l'habitude de le revoir. Il y a des systèmes, vous pouvez proposer à l'usager qui paye régulièrement un système de prélèvement qui se répète. Voilà. Enfin, vous avez des outils, mais la question, c'est d'y réfléchir collectivement avec les équipes du comptable qui vous racontera nos seuils de déclenchement des actions lourdes, à partir de quel seuil ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Il vous expliquera que lui, sa politique de recouvrement est organisée autour d'une analyse du caractère recouvrable d'une créance. C'est-à-dire, il va regarder une créance, il va dire est-ce que je peux identifier le tiers et de combien elle est. Et est-ce que le montant est un enjeu significatif pour la collectivité ou pas. Ensuite, fait passer dans l'automate de poursuite, si le tiers fait passer dans l'automate de poursuite, jusqu'à un moment, si après les actions automatiques,
ça échoue, il regardera de nouveau la créance en disant bon, ben, j'ai échoué. Soit elle est toute petite, elle ne vaut pas le coup et il considérera qu'elle est recouvrable, soit ce sont des enjeux importants où elle a fait l'objet ce genre de sujet a fait l'objet d'échanges avec l'ordonnateur et donc il décidera de lancer ce qu'on appelle les actions lourdes et coûteuses pour récupérer des sommes importantes. Donc voilà. Les échanges avec les équipes de votre comptable vous permettent d'organiser vraiment le recouvrement de la manière la plus efficace possible. L'objectif de tous ces échanges, c'est qu'au moment où le comptable arrive avec la liste des créances qu'il n'a pas réussi à recouvrer, vous ne soyez pas étonné. Vous ne soyez plus étonné parce que ce sont parce que vous avez l'habitude d'analyser avec lui celles pour lesquelles les tiers sont non reconnus et donc vous avez engagé des actions d'amélioration en la matière et puis celles pour lesquelles les tiers sont insolvables. Voilà les vrais cas d'irrecouvrabilité pour lesquels bien sûr toute action en recouvrement échoue. Voilà. Il y a un point mentionné sur lequel je n'ai pas insisté dans ce slide. Je vous disais, ces échanges permettent d'organiser le recouvrement de la manière la plus efficace possible. Donc, je vous parle en termes d'organisation. Est-ce qu'il vaut mieux recouvrer en régie ou transmettre immédiatement les éléments de facturation au comptable qui, lui, va s'occuper d'établir la facture, de la mettre à disposition de l'usager ou de l'envoyer, et l'ensemble des moyens d'encaissement. Alors, juste un petit point maintenant sur le recours systématique à la ZAP. Donc, je vais vous parler maintenant. En fait, vous liquidez, c'est-à-dire vous établissez combien les redevables vous doivent, et à ce moment-là, vous vous trouvez devant un choix. Vous pouvez décider de faire recouvrer en régie, donc ça, au moment, quand les usagers sont là, ont consommé le service ou ont reçu le service, donc ça, c'est une manière qui souvent est opportune dans tout un tas de situations, ou bien alors pour l'instant, vous avez un choix. Vous pouvez établir vous-même la facture et la transmettre au redevable. En réalité, ça vous coûte de l'argent. Et puis, par ailleurs, vous ne pouvez guère que lui envoyer la facture. Elle n'a pas ce qu'on appelle un caractère exécutoire que lui donne justement la dimension régalienne, les missions régaliennes qu'a la DGFiP. Nous vous conseillons, à chaque fois que c'est possible, de transmettre vos éléments de facturation à vos équipes comptables qui, eux, vont établir la facture et vont la mettre à disposition de l'usager. Nous avons amélioré notre offre en la matière. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Hop, si j'arrive, voilà. Alors, notre objectif est de recouvrer mieux, plus efficacement et de manière plus efficiente collectivement. Donc, un certain nombre de changements assez importants sont devant nous en matière de facturation. Vous savez qu'il y a les obligations liées à la facturation électronique, c'est-à-dire nous allons devoir transmettre et recevoir, enfin c'est déjà depuis un petit moment, mais enfin en tout cas l'obligation de transmettre et de recevoir des factures envers, par exemple, vos factures inter-services publics vis-à-vis des autres personnes morales de droit public. À chaque fois qu'il y a de la TVA, vous allez devoir utiliser Chorus Pro et donc la facturation électronique arrive. Ou bien simplement, pour transmettre à l'usager, nous vous offrons d'établir votre facture et de la transmettre à l'usager. Donc, ça, c'est notre offre qui est renouvelée. Alors, renouvelée pourquoi ? Je pense que vous montrez la nouvelle maquette juste après. Voilà, vous allez la voir. Alors, nous, on a fait une nouvelle maquette d'ASAP qui est très ergonomique, qui est compréhensible, voilà, qui vous oriente vers les moyens de paiement les plus modernes. Donc ça, je vais vous en reparler. Et surtout, quand vous avez recours à notre service d'établissement et de transmission de la facture, nous chargeons entièrement de la dimension facturation électronique, c'est-à-dire de la déposer nous-mêmes sur Chorus Pro, etc. Nous gérons les moyens de paiement, c'est-à-dire nous occupons de donner accès au QR code qui vous permet d'avoir accès au paiement de proximité, au paiement en ligne, etc., etc. Donc ça, on va vous le décrire en détail tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore un slide sur ce sujet. Si j'arrive à... C'est passé au deuxième, non ?
Parce que je vois... Ah non, il y a un temps d'écart. Alors, je vais y arriver. Mais en fait, quand j'appuie, il y a un délai. Et si je réappuie, je bouge plus. C'est ça? Non, c'est bon. Oui, voilà. Alors là, c'était des petits rappels sur l'obligation de facturation électronique. Donc, vous allez avoir dans le domaine de la facturation, les changements, c'est... Bon, le sujet des moyens de paiement, on vous en parle une minute, mais c'est donc la facturation électronique. C'est aussi que nous, on a modernisé notre dispositif de recueil de vos éléments de facturation. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous pouviez nous l'envoyer par PDF, enfin des choses qu'on appelait l'ASAP éditique. Alors, tout ça va disparaître. Maintenant, vous allez nous l'envoyer par flux, parce que c'est ce qui nous permet après d'en faire un petit peu ce qu'on veut, et du coup, soit d'établir la facture pour envoyer à l'usager, soit de le déposer nous-mêmes sur Chorus Pro. Du coup, voilà, ça c'est les tuyaux qui changent, mais juste pour vous alerter. Mon point principal est que nous vous invitons instamment à avoir recours à ce dispositif d'établissement de la facture chez nous, parce que c'est comme ça que nous vous rendons le service le plus efficace, c'est ce qui est le plus efficient pour vous. Et puis, il n'est pas exclu qu'on le rende même obligatoire à un moment donné, que vous ayez recours à ce dispositif, parce que collectivement, c'est ce qui nous permet de faire les choses de la manière, comme je vous disais, la plus efficace et la plus efficiente. Et gérer deux systèmes différents en même temps est très peu opportun. Est-ce que j'arrive à passer à la suivante ? Voilà, c'est juste un petit schéma qui vous permettait de montrer. Donc, vous allez avoir, du coup, à terme, vous aurez donc deux dispositifs de facturation. Donc, ordonnateur, là, vous envoyez vos éléments de facturation à notre système de gestion comptable et financière Helios, et nous en faisons deux choses. Soit nous l'éditons, c'est-à-dire nous en faisons un exemplaire papier que nous envoyons aux redevables, soit on le mettra à disposition sur l'espace personnel de l'usager. Ça arrive aussi, on vous en reparle dans une minute. Et puis, vous avez le dispositif Chorus Pro. Donc là, pareil, vous envoyez à votre service de comptable. Donc, c'est traité par notre système Helios de gestion comptable et financière, et c'est nous qui nous chargeons de le mettre à disposition du redevable personne morale de droit public ou personne privée, enfin tous les gens à qui vous facturez de la TVA via Chorus Pro. Voilà. Je passe la parole à mes collègues qui vont vous parler. Peut-être je dis encore ce petit point. C'est encore de mon ressort. J'ai une lumière dans les yeux, pardon. En fait, j'ai un peu de mal du coup. Voilà, tout ça pour vous dire que donc vous avez vu, je vous disais, deux chemins pour la facture. Donc soit on l'édite et on l'envoie au redevable comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire par la poste, soit on lui met à disposition en ligne. Et ça, c'est un peu notre nouveauté. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà expérimenté, puisque c'est quelque chose que nous avons expérimenté dans certains départements. Mais là, on va le généraliser. Donc, à partir du mois de décembre, quand vous irez dans votre espace personnel Mes finances publiques, grosso modo, c'est impôts.gouv.fr, mais c'est requalifié. À côté des pages qui concernent vos impôts, vous aurez une page Mes factures locales, où vous aurez mis à votre disposition l'ensemble de vos factures publiques. Alors, à terme, notre objectif, c'est de les mettre toutes. C'est-à-dire que vous puissiez avoir toutes vos factures. Alors, vous aurez vos pages fiscales, vos impôts, voilà. Et puis, vous aurez à côté l'ensemble de vos factures locales, mais aussi factures locales au sens pluriel du terme. Vos factures à l'hôpital, les factures que vous générez, voilà, pour vos services locaux, voilà, et qu'on puisse les payer en ligne. Parce que ça, c'est notre cap. Voilà. Donc ça, nous, on va commencer par les mettre à disposition. Donc il nous faudra être un petit peu indulgent au départ, hein, parce que notre capacité à les mettre, pour qu'on puisse les mettre dans l'espace personnel d'usager, il faut naturellement qu'on ait reconnu le fameux tiers dont je vous parlais. Donc on ait les bonnes informations pour pouvoir, sans faire d'erreur,
le rattacher au bon dossier usager, ce qui est en réalité un tout petit peu plus difficile que de l'envoyer à la bonne adresse de l'usager, paradoxalement, mais ça, c'est une question de tuyau. Donc vraiment, j'ai beaucoup insisté sur l'identification des redevables. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut vous pencher parce qu'on en a besoin pour tout. Voilà. Et donc aussi pour que le fameux redevable puisse voir et payer en ligne ses factures. Alors, vous voyez, je conclue encore sur ça. Je pense que j'aurais bien insisté. La DGFiP est là pour vous accompagner sur votre politique de fiabilisation de vos tiers. On dit ça en langage un petit peu technique. Alors, on a une API très pratique qu'on peut mettre à votre disposition. Nous, on l'appelait par son petit nom API R2P. Elle a changé de nom. Mais en réalité, c'est une API qui, mise à disposition de vos services financiers ou de vos services d'admission, permet d'interroger nos bases. Vous savez, nous, les tiers, on les reconnaît grâce à nos bases fiscales. Et donc, permet d'interroger nos bases pour savoir si les informations que vous avez recueillies sont suffisantes et nous permettent, nous, de bien identifier le tiers et donc après d'aller le chercher correctement. Voilà, donc pareil, je vous invite à vous tourner vers vos services locaux qui sauront vous accompagner et vous aider à avoir recours à tous ces outils. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur ce sujet. On va parler moyens. Maintenant, on va faire focus sur les fameuses factures et sur les moyens de paiement qu'on met à votre disposition. Et en matière de teasing, et pour rebondir sur l'introduction, je voudrais dire que nous avons autant à cœur que vous. Et donc, on va vous en parler de faire payer les redevables les plus éloignés du numérique. Nous sommes exaspérés comme vous par le prix des commissions cartes bancaires et nous avons bien l'intention de ne plus avoir à les payer. Mais là, je vous rassure, on est beaucoup parce que c'est toute l'Europe qui est d'accord avec nous. Donc, c'est simplement qu'il faut moderniser du coup les moyens de paiement. Ça arrive. Et puis, on trouve lourd, cher, pénible et peu fiable d'avoir à recouvrer des chèques. Mais du coup, là, on vous en parle. Merci Charlotte. Bonjour à tous, donc Patrick Favaretto, comme dit tout à l'heure, responsable du secteur moyens de paiement à la mission activité bancaire et moyens de paiement. Avec mon équipe, j'anime notamment des services qui vous concernent de près, le service de paiement de proximité et le service de dépôt-retrait d'espèces pour vos régisseurs qui peuvent aller dans les bureaux de poste déposer les espèces qu'ils ont collectées. Donc, quelques mots sur notre stratégie des moyens de paiement. Qui repose en fait sur une volonté assez classique de trouver le meilleur rapport coût-efficacité entre les différents moyens de paiement. Parce que, comme le disait Charlotte à l'instant et M. Salaberry tout à l'heure, les commissions cartes bancaires, ça coûte très cher quand on fait du recouvrement. Donc il faut qu'on essaye de se passer de ce moyen de recouvrement. Nous, on travaille avec la Direction générale du Trésor et avec les opérateurs cartes pour leur dire à quel point leurs facturations sont excessives, mais on n'arrive pas toujours à se faire entendre, donc on va les contourner en utilisant d'autres moyens de paiement. Il faut qu'on maîtrise aussi les coûts RH. C'est pour ça notamment que le chèque est pour nous un moyen de paiement qui pose problème, parce qu'un chèque qui est correctement recouvré, ça coûte 2 € à peu près. Mais quand on a un incident, il y a des gens qui passent des heures à résoudre l'incident, à enquêter, corriger, remettre dans la situation d'origine, etc. Et donc c'est vraiment un moyen de paiement qui est très chronophage. Ouais. Oui, en termes de délai d'encaissement, on met un temps fou à encaisser un chèque, même si dans les centres industriels, on les traite rapidement. Mais ne serait-ce que les délais d'acheminement par la poste sont désastreux en termes de rapidité d'encaissement et d'arrivée sur vos comptes. Donc le délai d'encaissement, effectivement. Et puis, on essaie par contre de valoriser des moyens de paiement qui permettent de programmer les encaissements pour permettre de gérer efficacement la trésorerie. Et le prélèvement, de ce point de vue-là, est le plus adapté puisqu'il permet effectivement de savoir avec suffisamment de temps à l'avance de combien on va pouvoir disposer, puisqu'on sait à peu près ce qui est recouvré quand on fait un prélèvement, c'est-à-dire 99,5% de ce qui est envoyé en banque. Et notre préoccupation, pour répondre à celle qui a été exprimée tout à l'heure effectivement par M. Salaberry, c'est d'inclure tous les usagers et donc de maintenir des possibilités de paiement, notamment en espèces, dans un réseau d'encaissement de proximité qui est plus large que ne l'a jamais été le réseau de la DGFiP. On a 15 000 points de contact offerts par nos partenaires buralistes.
Dans le meilleur des cas, on a dû atteindre 3500 points de contact à la DGFiP. Donc là, on a multiplié. Et c'est ça, voilà. Donc en termes de disponibilité, le service est d'ailleurs très apprécié, presque trop apprécié, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on avait imaginé quand on l'a mis en place, il s'est développé beaucoup plus et il nous coûte plus cher que ce qu'on avait prévu au départ. Toutes les enquêtes sorties des urnes que fait la Française des Jeux chaque année montrent que les usagers sont très satisfaits de ce service. Donc évidemment, on va le maintenir, il faut que les gens puissent payer en espèces et qu'on ne les oblige pas à devoir payer en ligne. Pour autant, il faut qu'on arrive à orienter le maximum d'usagers vers le paiement en ligne et l'encaissement dématérialisé. On va voir dans quel ordre on va essayer d'utiliser tout ça. Et puis donc maintenir évidemment le paiement de proximité. Donc on va dire quelques mots maintenant de tout ce qui est de l'ordre dans lequel on va... merci Charlotte. L'ordre dans lequel on va essayer d'utiliser ces différents moyens de paiement. Donc le premier à utiliser, c'est tout ce qui est une dépense récurrente, de loyer, de cantine, de facture d'eau. Tout ce qui peut être programmé pour être encaissé par prélèvement, c'est mieux, parce que c'est le moyen de paiement le plus simple, le plus programmable, comme on le disait tout à l'heure. Et donc c'est ce qu'il faut essayer de privilégier. Juste après, on trouve les moyens d'encaissement en ligne. Donc pour vos collectivités qui sont gérées dans Helios, c'est notre outil PFIP animé par Frédéric Lefebvre et son équipe. Pour les autres collectivités, vous avez le choix d'utiliser PFIP si vous le souhaitez. On vous l'offre gratuitement, on ne vous fait rien payer en termes de coûts de fonctionnement. Mais vous pouvez aussi, quand il s'agit d'une régie, aller chercher un autre service d'encaissement chez un prestataire privé que vous allez payer par contre. Sur PFIP aujourd'hui, on vous propose le prélèvement unique, donc ce qui nécessite une identification sur le compte impôt.gouv.fr. C'est pas forcément très facile à utiliser pour l'usager parce qu'il faut qu'il se reconnecte à son compte impôt.gouv. Mais l'avantage, c'est que ça permet de faire un paiement sans avoir de carte bancaire. Il n'y a pas d'obligation de détenir une carte bancaire. L'encaissement est effectué à J+3. On exécute les prélèvements 3 jours plus tard. Et on ne facture rien à la collectivité locale. Nous, on paie quelques centimes à la Banque de France pour chaque prélèvement, mais on ne les refacture pas aux collectivités locales. Donc c'est un moyen de paiement qui ne vous coûte rien. Deuxième solution qu'on promouvra, c'est le virement simplifié, qu'on va mettre en service. Frédéric vous en parlera dans un instant, au printemps prochain. Le virement simplifié ne nécessite pas non plus de carte bancaire. Il ne coûtera rien à la collectivité locale. On ne vous facturera pas les frais de fonctionnement du service, qui sont un petit peu plus élevés que pour le prélèvement en ce qui nous concerne. Et là aussi, donc, une solution qui est beaucoup plus simple. Alors, elle est plus simple pour l'usager, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, vous allez voir tout à l'heure. On vous passera, si on peut, une petite vidéo qui vous présente le fonctionnement du système, et vous verrez que c'est vraiment très simple. C'est très bien pour le comptable. Stéphanie Jaffrenou, ici présente, vous expliquera tout à l'heure ce qui l'a séduite dans le service, puisqu'elle l'expérimente depuis quelque temps avec Nantes Métropole. Et puis, parce que donc, l'encaissement s'émarge automatiquement à 100% avec une certitude absolue. Et en plus, le virement simplifié, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver rapidement, puisque aujourd'hui, on exécute des virements à J+1, des virements bancaires classiques, mais à compter de l'été prochain, on sera capable de recevoir des virements instantanés. Et donc, certains de ces paiements pourront être exécutés par virement instantané. Vous aurez les fonds dans les 10 secondes sur votre compte bancaire, Banque de France du comptable ou compte DFT d'une régie. Ensuite, on proposera Wiro dès qu'on pourra le faire. Donc, Wiro, moyen de paiement européen, c'est un moyen de paiement souverain. C'est important d'avoir un moyen de paiement qui soit maîtrisé en Europe, contrairement à ce qui se passe avec les réseaux de cartes internationaux. Petit sondage, je me permets. Qui parmi vous sait ce qu'est Wiro? Est-ce que vous pouvez lever la main? Bien, 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 bien. Alors que pour l'instant, ça ne fait que des paiements entre particuliers. Mais aujourd'hui, en Allemagne, il y a déjà des paiements en ligne qui se font avec Wiro. Début 2026 en France, le paiement en ligne va démarrer chez des grands marchands en ligne du type Cdiscount, Air France va utiliser le virement simplifié, etc. Et nous, donc, on le fera... Wiro, je mélange. Et donc, ça va se développer assez vite. Et d'ici fin 2026 et en 2027, il y aura des possibilités de paiement aussi en commerce physique chez des commerçants en proximité.
Donc ça, c'est une piste qui nous intéresse beaucoup pour les collectivités locales, pour tous les points d'encaissement sur lesquels aujourd'hui vous avez des espèces et du chèque. C'est difficile parfois d'y mettre un terminal de paiement électronique parce que ça coûte cher à louer. Une solution d'encaissement par Wero, ça sera beaucoup moins coûteux et donc on va essayer de travailler avec vous pour développer ce moyen d'encaissement. Et puis dernière solution de paiement en ligne, la carte bancaire. Son avantage, c'est que comme nous, on pratique une sécurisation complète des opérations sur PFIP, vous avez la garantie de paiement. Une fois que l'opération est terminée, vous êtes sûr d'avoir l'argent, mais vous le payez fort cher en commission. Et donc c'est pour ça qu'on le met en dernier dans la liste des moyens de paiement en ligne. Et puis donc, il nous reste évidemment les espèces et la carte bancaire chez les buralistes. Alors, comment on fait pour orienter les usagers vers ces solutions de paiement en ligne? Déjà, on va lancer cette année une grande campagne de communication à l'occasion de la mise en place du virement simplifié. On va communiquer pour expliquer ce qu'est le virement simplifié, parce que ce n'est pas encore très connu. Donc, il va falloir expliquer à nos concitoyens ce que c'est, comment ça fonctionne. On va expliquer comment on va trouver ces factures sur mon espace finance publique que vous présentez, Charlotte, tout à l'heure, puisque le fait de trouver une facture sur mon espace finance publique, ça permettra d'un simple clic d'arriver sur notre site de paiement en ligne avec une facture préidentifiée et donc un paiement en 4 ou 5 clics maximum. Ce qui va aussi, on l'espère, inciter nos concitoyens à aller payer en ligne plutôt que de devoir se déplacer chez le buraliste, par exemple. On a mis au point une nouvelle maquette de facture pour toutes les factures du secteur local et hospitalier. On a travaillé avec des usagers, on a fait ce qu'on appelle des guérilla tests. On est parti, enfin, des collègues sont partis sur des lieux publics en France avec d'anciennes factures du secteur local. Puis ensuite, la nouvelle maquette de facture pour leur demander ce qu'ils comprenaient de la facture, est-ce qu'elle était claire, est-ce qu'ils comprenaient les moyens de paiement qui étaient disponibles, etc. Et on a eu des résultats très positifs sur la maquette qu'on va vous présenter dans un instant. L'idée, donc, c'est de généraliser cette maquette. On va le faire surtout si vous nous aidez à nous envoyer vos factures sous forme de flux PSASAP XML, ce que vous disiez, Charlotte, tout à l'heure. Toutes ces factures qu'on recevra par flux, on pourra les mettre en forme avec ce nouveau modèle de facture. Alors, je suis désolé, les écrans sont un peu loin, ce n'est pas forcément très lisible pour vous. Sur la moitié gauche de l'écran, vous avez la première page de la facture. Alors, je vais essayer de vous la montrer ici. Oui, on a un intitulé qui est enfin clair, on sait que c'est une facture et on sait même que c'est une facture d'eau, une facture de cantine, plutôt qu'un avis de somme à payer, ce qui ne parlait pas forcément à tout le monde jusqu'ici. Donc on affiche ici l'intitulé précis, ça c'est vous qui le transmettez lorsque vous émettez la facture. On est capable d'afficher le logo de la collectivité locale pour que votre signature visuelle apparaisse. On est capable d'afficher ici un message personnalisé. Si je peux me permettre, je sais pas, on m'entend? Oui. 1, 2. Juste, voilà, c'est juste pour vous dire, je vois beaucoup de gens prendre des photos. On a regardé, on vous mettra tout ça sur le site de l'AMF. Comme ça, vous allez pouvoir l'admirer, y compris chez vous. Voilà, donc c'était pour vous le dire, parce qu'en plus, on ne voit pas très bien ici, en fait, avec les écrans, et de manière à ce que vous puissiez aussi dire, tiens, voilà, pas faire un panel, mais voilà, donc vous aurez tout sur le site internet. Pardon de vous avoir interrompu. Non, mais c'est très bien. Et n'hésitez pas, au contraire, à en parler autour de vous et à faire la promotion du sujet et à l'expliquer à tous vos concitoyens. C'est 10% dans ces cas-là. Voilà. Donc ensuite, une zone d'expression libre pour la collectivité où vous pouvez passer des messages à vos redevables à l'occasion de l'envoi de la facture. Alors ça peut être pour indiquer que les menus de la cantine sont en ligne, mais peu importe. La somme à payer. Et ici, on explique comment payer. Et tout à fait. Voilà. Et ensuite, donc, on lui propose un moyen de paiement et un seul, le paiement en ligne sur PFIP, avec deux éléments très importants. Alors d'abord, on a indiqué ici les références de la facture
qui lui servent à identifier sa facture sur PFIP, parce que jusqu'ici, ces références, elles sont éparpillées sur les 3 pages de la facture. C'est un parcours du combattant pour les retrouver. On le voit régulièrement dans les remontées clients, enfin redevables qu'on a. Donc, ils ont tout ça qui figure ici de façon très claire, mais surtout, le QR code qui figure ici et le lien hypertexte qui figure là sont porteurs des références de la facture. Donc, si vous recevez la facture papier, vous flashez le QR code avec votre téléphone, vous arrivez sur une page, la facture est déjà identifiée, vous n'avez plus qu'à choisir le moyen de paiement que vous voulez utiliser pour payer. Si vous êtes sur mon espace finance publique et que vous avez ouvert la facture sur votre ordinateur, vous cliquez sur le lien et même chose, vous arrivez sur le site et en 3 clics de plus, vous avez payé. C'est comme ça qu'on veut attirer les gens vers le paiement en ligne et leur montrer que c'est simple de payer ces factures. Pas forcément très agréable, mais en tout cas, ce sera simple. Et à la fin, on a évidemment les contacts, la collectivité locale à gauche et le comptable à droite pour les sujets de calcul de la facture, de liquidation de la facture et d'explication sur le recouvrement. La page 2 qui est sur la droite, c'est juste le détail de la facture. Ici, c'est une facture d'eau, très classique. Ensuite, sur la page 3, donc la moitié gauche, c'est le rappel des références juridiques obligatoires qu'on a retiré de la première page pour rendre la première page plus lisible et avec les messages essentiels. Et enfin, sur la dernière page, on répète le moyen de paiement en ligne et on ajoute les moyens de paiement complémentaires pour ceux qui ne veulent pas utiliser le moyen de paiement en ligne. Donc ici, on trouve la possibilité de payer par virement qui va disparaître quand on aura branché le virement simplifié. Et on trouve le QR code qui permet d'aller payer chez le buraliste en paiement de proximité. Et tout en bas, le talon d'identification qui permet un paiement par chèque aujourd'hui, qui va continuer à figurer pendant toute l'année 2026 sur ces documents. Et par contre, fin 2026, on va retirer ce talon de paiement par chèque. Et donc ne resteront plus que les moyens de paiement de la partie supérieure de la page. Voilà ce qu'on a fait sur cette maquette pour en améliorer encore une fois la lisibilité et l'efficacité et aider à orienter les usagers vers le paiement en ligne. Donc ce QR code, je viens de vous en parler, je ne vais pas me répéter. Il sert juste effectivement à faciliter le parcours parce qu'une fois que vous l'avez flashé avec votre téléphone ou une fois que vous avez cliqué avec l'hyperlien, vous arrivez sur une page sur laquelle... Ah, il me manque la page en question, tant pis. Sur laquelle la facture est déjà identifiée, ce que je vous disais, et donc ça permet d'accélérer considérablement le parcours. Parmi les moyens de paiement qu'on utilise aujourd'hui en expérimentation et qu'on va brancher de façon générale l'année prochaine, on a le virement simplifié, et donc là, c'est Frédéric qui va vous en parler, puisque c'est lui qui porte le projet. Donc si ça ne marche pas, c'est sur lui qu'il faudra taper. Non, ça marche déjà bien. C'est bon, le 3, oui. Okay. Donc le virement simplifié, donc le vrai terme bancaire, c'est initiation de paiement. Si vous en parlez à votre banquier, peut-être qu'il aura plus d'informations dessus, mais ce n'est pas encore très connu. Le virement simplifié, en fait, c'est du virement de compte à compte, le compte de l'usager, vers le compte de votre comptable, le compte Banque de France ou le compte de TFT de votre régie. Actuellement, un usager qui vous paye par virement, sur la facture, il a des références à saisir. Il les saisit plus ou moins bien. Il met le montant qu'il veut. Et donc, quand le comptable s'arrive sur son compte, il s'arrache un peu les cheveux pour savoir quelle est la facture qui va être payée. Surtout si, par exemple, on est sur des rôles où tout le monde reçoit le même montant à payer, tout le monde doit payer 63,50 €. Pour le comptable, c'est très difficile de savoir à quelle facture ça se rapporte. Le virement simplifié, en fait, c'est la DGFiP qui le génère. C'est-à-dire que quand la personne va cliquer sur le lien qu'on a vu, l'URL, ou flasher son avis des sommes à payer, sa facture, il arrive sur PFIP, directement à la page des moyens de paiement. Il a juste à mettre son adresse mail pour recevoir son ticket de paiement. Il choisit virement simplifié. Et alors, virement simplifié, ça va être plus long à expliquer que le réaliser. C'est-à-dire qu'il clique virement simplifié, il bascule chez notre prestataire, il choisit sa banque, il se connecte à sa banque en ligne, il s'authentifie, le virement est déjà tout prêt. C'est pas comme un virement actuellement, quand vous voulez faire un virement à un proche, vous devez aller sur votre espace bancaire en ligne, saisir l'IBAN, 27 chiffres. Certaines banques, il faut attendre 12 heures, 24 heures, où il y a la petite carte avec colonne A, colonne l'INSEE, et puis on saisit un code pour valider le nouvel IBAN, on l'a pas, donc on peut pas faire de virement. Là, c'est le créancier qui a généré le virement, donc le banquier, il l'accepte directement. Il n'y a pas de validation de l'IBAN vers lequel je le fais. Et surtout, l'usager, il n'a rien à saisir. Le montant, il ne le saisit pas. C'est au moment de la facture. On a préparé longtemps.
La référence, il ne la saisit pas. La référence, c'est la DGFiP en fonction de votre facture. Donc on sait que c'est telle facture qu'on est en train de régler. Si c'est une régie qui a fait appel à PFiP pour le panier numéro 453, ben c'est le virement simplifié qui sert à payer le panier 453 qui va arriver, que vous recevrez l'information payé ou pas payé. Donc tu es tout prêt. Il a juste, éventuellement, s'il a plusieurs comptes courants sur son espace bancaire en ligne, ben, il peut choisir lequel il veut utiliser. Voilà. Il valide le virement. Il y a un petit bouton. Il reçoit, comme quand vous faites un virement ou un paiement en ligne ou une authentification forte, un 3DS, soit avec le usage devant le smartphone, soit vous recevez un SMS, ou soit on met le pouce sur le téléphone, et c'est validé, ça part. Le virement est généré. Après, il reçoit un ticket de paiement par PFiP sur l'adresse qu'il a renseignée. Sa banque, habituellement, quand vous faites un virement, elle vous informe également. Et le comptable, actuellement, à J+3, parce qu'on n'est pas en virement... non, J+1 plutôt, voilà. J+1, parce qu'on n'est pas encore en virement instantané, il reçoit le virement sur son compte. Et les références, c'est comme si c'est le comptable qui avait saisi les références. Donc il sait de suite quel est le titre, il n'y a pas à se gratter la tête. J'ai des comptes de tiers de 2 millions, d'accord, j'ai des comptes de tiers, mais je ne sais pas sur quel titre ça correspond, donc ça ne peut pas l'affecter à la commune. Là, je sais directement que c'est telle collectivité. J'émarge le titre directement. Et ce n'est pas fait manuellement, parce que comme on a préparé nous-mêmes la référence du virement, on a un automate de rapprochement automatique. Donc ça... Stéphanie vous en parlera plus. Mais voilà, virement, on a choisi simplifié. Et dès qu'on en a parlé, soit aux prestataires qui font les initiations de paiement, ils ont trouvé le terme simplifié. Mais ah oui, on aurait dû y penser, c'est vraiment bien. Parce que c'est simplifié pour l'usager, c'est simplifié pour l'ordonnateur parce que les fonds vont arriver très rapidement. Il n'y a pas les commissions carte bancaire sur le virement simplifié. 100 € de facturé, c'est 100 € qui arrivent sur votre compte. On l'a dit tout à l'heure, c'est les frais de génération du virement, on les prend à notre charge. Et c'est simplifié pour le comptable parce qu'il n'y a pas de compte de tiers, de somme en attente d'imputation. Donc quand on en parle, quand on a fait les présentations au comptable, c'était les yeux qui paient de pied. Voilà, les comptables étaient très contents. Donc on l'a expérimenté depuis à peu près maintenant 1 an et demi avec plusieurs collectivités de tailles différentes. Oui. Alors c'est un produit qui n'est pas encore totalement connu en France, il n'est pas extrêmement répandu. Vous pouvez néanmoins expérimenter déjà l'initiation de paiement. Je vous invite à faire un don au Resto du Cœur, par exemple, parce qu'eux, ils ont bien vu l'intérêt pour faire des collectes de dons. Ils n'ont plus de commission carte bancaire, la recette, elle est nette, et donc c'est un paiement par virement simplifié. Vous pouvez aussi faire du bricolage. Leroy Merlin, par exemple, utilise le virement simplifié pour recouvrer des sommes importantes. Et quand on voit les coûts des matériaux de construction aujourd'hui, quand on compare le coût d'un virement simplifié avec un coût de paiement par carte bancaire et la commission associée, c'est quand même très très intéressant. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand on parlait de Wero, Wero donc fonctionnera en ligne ou en proximité également, mais il sera associé à une commission dont on connaît déjà en partie le montant, et on va essayer de négocier pour la faire baisser de toute façon. Mais cette commission telle qu'elle est aujourd'hui, elle est déjà bien moindre que celle de la carte bancaire, parce que c'était un des objectifs de la mise en place de Wero, c'était d'avoir un commissionnement moins coûteux. Et surtout, c'est un commissionnement qui est plafonné, c'est-à-dire qu'au-delà de 1 000 € de transactions, la commission n'augmente plus. Alors que les commissions carte bancaire, elles sont au pourcentage et elles continuent à augmenter au fur et à mesure que le montant progresse. Voilà. Donc n'hésitez pas à essayer de rechercher autour de vous, quand vous faites des achats en ligne notamment, si vous pouvez tester le virement simplifié. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté lors de l'expérimentation, on va voir le détail sur Nantes, mais globalement, on a eu un pourcentage assez significatif de gens qui, sans communication particulière, ont décidé d'utiliser ce moyen de paiement. Et je ne sais plus si tu as le chiffre exact, une dizaine de pourcents, je crois. 8-9% suivant des expérimentateurs, sans communication. C'est-à-dire que spontanément, les gens vont l'utiliser. Et donc 8-9% de virements simplifiés, c'est autant de commissions cartes bancaires qui ne sont pas utilisées. Voilà. Donc là, on est en expérimentation. On a passé un marché qui a été passé cet été. On est en phase de construction de la solution pour une généralisation mi-2026. Et comme c'est un moyen d'encaissement qui ne coûte rien à la collectivité, on va le généraliser automatiquement. C'est-à-dire que par défaut, toutes les collectivités Oulios où il n'y a pas de développement particulier à faire pour traiter ce nouveau mode de paiement, on va le brancher directement.
En 2027 probablement, parce que derrière ce que vient de dire Frédéric, il y a une complexité technique considérable à surmonter. Et donc on va travailler à surmonter la complexité technique en 2026 pour pouvoir démarrer en 2027 un branchement automatique. Et donc on raccordera automatiquement les collectivités au paiement par prélèvement, qui ne leur coûte rien, et au paiement par virement simplifié, qui ne leur coûte rien non plus. On les laissera signer un contrat si elles veulent faire du recouvrement par carte bancaire, parce que là, effectivement, il y a des frais associés. On pourrait peut-être vous passer, si on a le temps, une petite vidéo promotionnelle qu'on a fait réaliser l'an dernier, à l'occasion du début de l'expérimentation, qui présente en 2 minutes ce qu'est le virement simplifié. Donc je vous invite à vous tourner vers l'écran le plus proche de vous. Oui. Merci. De temporalité de la mise en place des diverses solutions. Concernant Wiro, vous avez quoi comme perspective? Alors, Wiro, on aurait voulu le brancher très vite sur notre site PFIP de paiement en ligne, mais il se trouve qu'on a lancé sur ce site de paiement en ligne un grand chantier de rénovation pour le mettre à la hauteur des besoins qui vont être les nôtres dans les années qui viennent. Et donc, dans le cadre de ce chantier, on va être obligé de retarder un petit peu la mise en place de Wiro. Ce qui fait qu'on va probablement commencer par utiliser Wiro d'abord en proximité, en point de paiement de proximité, dans vos régies, par exemple, à la caisse de la piscine ou à celle de la médiathèque. Et ça, alors on pourra le faire techniquement uniquement à partir de juillet 2026, quand on sera capable de recevoir des virements instantanés, puisque c'est la base du fonctionnement de Wiro. Mais il va falloir un petit peu de temps aussi pour configurer les terminaux, les terminaux de caisse et tout ça. Donc on va commencer par faire des expérimentations avec quelques collectivités. J'espère qu'on pourra démarrer des expérimentations dans le second semestre 2026, dans le meilleur des cas. Et puis après, on verra comment on peut généraliser. Je ne peux pas être plus précis à ce stade sur le calendrier. On peut lancer la vidéo? Merci. La DGFiP à votre service. Sûr et simple. Et si vous utilisiez le virement simplifié pour payer vos factures en ligne? Pour régler les factures de certains services publics locaux, comme la cantine scolaire, la crèche, le service des eaux ou bien des factures d'hôpital, vous avez l'habitude de payer en ligne grâce à PFIP, la solution sécurisée de la DGFiP proposée par votre collectivité ou votre établissement de santé. C'est pratique, vous n'avez pas besoin de vous déplacer et vous avez le choix à chaque fois entre la carte bancaire et le prélèvement. Désormais, en utilisant PFIP, vous verrez s'afficher une nouvelle option qui vous permettra de payer par virement simplifié. En faisant ce choix, vous serez automatiquement redirigé vers votre espace bancaire en ligne dans lequel vous sera directement proposé un ordre de virement du montant de la facture. Un simple clic pour valider et le paiement sera terminé. Vous n'aurez rien à saisir, ni votre numéro de carte bancaire, ni l'IBAN à 27 caractères du bénéficiaire du paiement. Vous recevrez ensuite un ticket de paiement par courriel et vous retrouverez le virement dans l'historique de votre banque en ligne et sur votre relevé de compte. Le virement simplifié peut être réalisé sur smartphone ou sur ordinateur et il est entièrement gratuit pour vous. Pour chaque nouvelle facture, vous pourrez choisir d'y recourir ou pas. Mais vous constaterez rapidement que l'essayer, c'est l'adopter. Et si par hasard vous n'avez pas encore testé PFIP, c'est le moment de vous lancer. C'est la Marianne, la Marseillaise, première note, s'exprimer à la fin de la vidéo. Cette animation, ça fait partie du plan de communication qu'on va lancer, développer durant l'année 2026 sur toutes les innovations dont on vous parle aujourd'hui. On va faire des animations pour expliquer comment fonctionne le système du QR code ou de l'hyperlien qu'on vous a montré tout à l'heure, parce que c'est pareil, il faut un peu familiariser nos concitoyens avec ça. Cette vidéo-là, on va la mettre à disposition de toutes les collectivités locales, de tous les acteurs du domaine, pour qu'elle soit, par exemple, diffusée sur les écrans d'accueil dans les services publics ou sur des écrans dans des espaces publics, peu importe. Vous l'aurez compris, puisqu'elle est sous-titrée, elle peut être utilisée avec ou sans le son, donc on peut l'utiliser dans plein de contextes différents, et il ne faudra évidemment pas hésiter à le faire. Pour développer aussi ce plan de communication, on va s'appuyer sur les espaces France Service également, qu'on va mobiliser. On a déjà rencontré les animateurs départementaux de France Service pour leur présenter notre stratégie des moyens de paiement. Et parce qu'ils auront évidemment, c'est dans leur feuille de route aujourd'hui, ils ont une mission d'acculturation de
de nos concitoyens au numérique. Et donc, ils seront chargés également d'aider les personnes qui ne savent pas encore payer en ligne à apprendre à le faire. Voilà. Donc là aussi, il faudra, enfin, nos directions départementales auront des contacts locaux avec les espaces France Service. N'hésitez pas de votre côté également à les solliciter. On va passer maintenant sur le témoignage de Stéphanie Jaffrenou et Monsieur Tout-le-Monde, Sébastien Tout-le-Monde, pardon, pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à Nantes Métropole. Ça fonctionne? Oui, c'est bon. OK. Donc, nous incarnons donc le couple ordonnateur comptable. En termes d'organisation, hein, peut-être pour préciser les choses, donc, la solution a été pensée par la direction générale qui nous l'a présentée, et nous sommes, nous, des utilisateurs de cette solution. Premier point déjà, donc, on parle d'un virement simplifié. Virement simplifié, c'est bien le cas. Je vais faire avancer, pardon, là. Ça suffit. Oui, ça suffit. C'est bien le cas. C'est une solution qu'on a pu mettre en place très rapidement, avec un coût relativement réduit de mise en place, dans un calendrier optimisé, puisque ça nous a pris, on va dire, à peu près 6 mois. On va le détailler. Mais c'est une solution qui, pour nous, aujourd'hui, ne présente que des avantages. Et ce qu'on espère juste, c'est que ce soit plus développé, parce que c'est très, très satisfaisant. Alors, donc, ça repose sur la solution PFIP. PFIP, donc, solution de la DGFIP. Hein. Je suis très fière d'ailleurs de venir en parler aujourd'hui parce que je suis à l'origine de la première mise en production de PFIP. Et on voit que c'est un outil qui perdure et qui rend service. Et surtout qu'on s'est adapté, puisque PFIP aujourd'hui, c'est aussi contribuer à la modernisation, aux efforts de dématérialisation. Et on sait que la DGFIP doit rendre ce service pour être au service des usagers. On passe à la présentation plus concrète. Donc, en effet, donc, voilà, moi je travaille à la Régie de l'eau de Nantes Métropole. Vous prendrez connaissance sur les diaporamas un petit peu du périmètre de la Régie de l'eau, hein, 160 000 abonnés, près de 300 000 factures. Donc voilà, c'est un service qui donne pas mal de travail à notre SGC. Et comme l'a précisé Madame Baratier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une convention partenariale avec le SGC. On se voit régulièrement, on partage nos contraintes respectives, on identifie les meilleures pratiques. Et quand on nous a proposé, nous, Nantes Métropole, d'expérimenter ce dispositif, on s'est dit pourquoi pas, allons-y. Et en effet, très simple à mettre en œuvre. Tout d'abord parce qu'on a, nous, une volonté entre le SGC et la métropole d'orienter les paiements plutôt vers du prélèvement. Hein, c'est-à-dire pour les factures d'eau, on voit qu'en 10 ans, le nombre de prélèvements a augmenté de plus de 35%. Et à l'inverse, le nombre de paiements TIP a diminué. Donc nous, on a aussi des incitations auprès des utilisateurs, des abonnés de l'eau, à opter pour le prélèvement mensuel qui génère moins d'impayés. Et sur tous les autres types de modes de paiement qui sont assez maintenus, on va dire, dans le temps sur les 10 dernières années. Ensuite, on évoque souvent le parcours utilisateur. Selon le mode de facturation que vous allez facturer en ASAP titre ou en ASAP ORMC, on peut avoir des parcours utilisateurs différents. Donc c'est vrai que nous, étant donné nos volumétries, on n'est pas sur un paiement ASAP titre tel que ça pourrait être le cas, mais on envoie des rôles avec des milliers de factures. Et donc l'abonné, lui, va pouvoir passer par le portail de la collectivité directement et avoir accès à différents services, la crèche, les déchets, l'eau. Et une fois qu'il s'est logué, identifié sur ce portail de la collectivité, pouvoir accéder à sa facture qui est ensuite reliée avec PFIP et qui lui permet désormais de choisir naturellement ce nouveau mode de paiement. Les collègues de la DGFIP l'ont précisé, il n'y a pas eu vraiment de communication depuis la mise en œuvre de cette expérimentation et on va voir que naturellement, nos abonnés ont choisi ce mode de paiement. Ça a été mis en place assez rapidement, d'autant plus que nous, sur notre périmètre, on avait quand même la nécessité d'intégrer des nouveaux codes retour, puisque sur le portail de la collectivité, on vient ensuite indiquer si la facture est payée ou à régler. Donc il nous fallait intégrer ce code retour. Et hyper simple, même les informaticiens m'ont dit c'est tout, il n'y a que 2 champs à ajouter ou modifier.
Donc on a fait répéter plusieurs fois, Monsieur Lefebvre, il n'y a que 2 champs, c'est sûr. Oui, très simple à mettre en œuvre en termes de déroulement de l'expérimentation. Et très rapidement, voilà, 8-9% des paiements qui passent par PFIP sont intervenus désormais via ce virement simplifié. On a très peu de remarques de nos usagers. Et c'est vrai que quand on fait le bilan un petit peu de ce déploiement, je vais laisser Madame Jaffrenou reprendre la main, il est très très positif à notre avis. Donc ce bilan sous 3 angles, puisque pour Nantes Métropole, pour les usagers et pour le service de gestion comptable que je représente, donc c'est un projet rapide, sans gros impact informatique, donc ça veut dire aussi sans coût important pour la métropole nantaise, sans communication spécifique, puisqu'on s'appuyait sur la solution PFIP, ce qui nous porte à croire que si on communique, et c'est l'objectif de la direction générale, on aura évidemment un engouement plus important, puisque la solution est largement éprouvée par l'expérimentation. Pas de commission bancaire, à l'inverse des cartes bancaires, et on en a parlé assez largement sur le coût que ça entraîne pour tout le monde. Pour les usagers, on est bien intégré dans un parcours usager, donc c'est transparent pour l'utilisateur, c'est simple. Pas de difficultés particulières qui nécessiteraient de l'accompagnement sous différentes formes. C'est sécurisé compte tenu de la double authentification. Et enfin, on obtient confirmation du paiement par SMS, ce qui est aussi rassurant pour l'usager qui a payé. Enfin, pour le SGC, c'est un rapprochement automatisé, simplifié, puisque la référence en fait, de la créance via l'État Compass est directement intégrée dans l'applicatif Helios, qui est notre outil de gestion au quotidien. Donc, on a quelque chose de simple pour l'utilisateur, efficace pour Nantes Métropole et pour le SGC. Donc, on ne peut que se satisfaire de cette solution qu'on promeut et qu'on espère qu'il se développera grâce à votre intermédiaire aussi. On peut quand même évoquer les axes d'amélioration. Tout à fait, parce que ça, c'est les usagers, certains qui nous ont dit, tiens, il y a un nouveau mode de paiement, et même des collègues au sein de la Régie de l'eau et de l'assainissement qui j'ai, pour le coup, encouragé à tester, parce que ça m'intéressait d'avoir leur avis. Et en fonction des banques, on remarque que l'expérience utilisateur n'est pas la même, que vous êtes sur un PC ou sur un smartphone, et selon votre banque, ça peut être plus ou moins facile. Mais ça, il me semble, Monsieur Lefebvre, que vous travaillez sur le sujet, vous nous en aviez parlé. Tout à fait, donc ça, on est plus à Nantes Métropole, on n'est plus à PFIP, on est vraiment sur la page de la banque. Et suivant la banque que vous utilisez, c'est plus ou moins facile de se connecter. Et donc ça, on n'a pas la main directement, nous on ne va pas aller modifier les applications des banques. Mais par contre, la DGFIP intervient au Comité national des moyens de paiement, au groupe de travail Open Banking. Open Banking, c'est l'initiation de paiement. Et justement, on a fait remonter cette problématique et les banques ont été invitées très chaleureusement par la CPR à faire les modifications pour fluidifier leur parcours. Donc on a en ce moment des rencontres bilatérales avec des banquiers qui viennent pas à Canossa mais presque nous voir en nous disant il paraît que notre API de paiement par initiation de paiement n'est pas tout à fait à la hauteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, et donc évidemment on essaye de les inciter à améliorer ces services parce qu'effectivement pour l'instant c'est un peu le point noir. On a certaines banques qui ont des performances bien moindres que d'autres. Certaines transactions échouent plus chez ces banques-là. Ce n'est pas la solvabilité de leurs clients qui est en cause, c'est leur outil qui n'est pas tout à fait performant. Donc là, la semaine dernière, on était avec Banque Populaire, Caisse d'épargne. Je donne des noms parce que c'est les plus mauvais, donc il faut les citer. Et la semaine prochaine, on voit la Société Générale de mémoire. Non, la date n'est pas fixée, mais on les voit bientôt puisqu'ils sont venus nous recontacter. Ah non, pardon, oui. Je ne vais pas donner de nom. Du coup, je ne me risque pas à donner de nom. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à l'avancée qu'on va avoir dans le cadre du nouveau marché qui va être généralisé donc d'ici l'été prochain, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, on offrait le service à tous les gens dotés d'un compte bancaire en France, un IBAN commençant par FR.
À partir du printemps prochain, dans la partie généralisation, on donnera l'accès à 2300 banques européennes, donc y compris nos redevables étrangers qui utilisent leur compte bancaire européen, pourront payer par initiation de paiement dans les mêmes conditions que les Français et au même coût, surtout pour nous et pour vous. Voilà, il reste maintenant, vous l'avez vu hein, sur le petit graphique, la petite barre verte là, qui apparaît, c'est le virement simplifié. Il faut que cette barre verte, on travaille tous ensemble à la faire monter et grignoter la barre orange de la carte bancaire pour arriver à diminuer tout simplement les coûts d'encaissement. Juste, je reviens sur le parcours, parce que je voudrais essayer de vous montrer quand même si c'est assez petit, la façon dont se passe le parcours. Ce que vous a décrit Frédéric tout à l'heure, là, on est sur la page de PFIP, on choisit le bouton virement simplifié, on arrive sur une fenêtre de choix de la banque. Donc vous avez, sous forme d'icône, les 10 banques les plus utilisées par les utilisateurs du service. S'ils ne trouvent pas leur banque là-dedans, si c'est une banque européenne un peu rare, ils ont un moteur de recherche qui leur permet de trouver leur banque. Et ensuite, ils s'identifient. Donc, comme l'a dit Frédéric, si c'est sur téléphone, c'est avec des moyens biométriques principalement. Si c'est sur ordinateur, ça va être avec l'identifiant mot de passe habituel. Et dès qu'ils sont identifiés, ils arrivent sur la validation du virement et l'affaire est terminée. Il peut y avoir une étape supplémentaire, c'est dans le cas où vous avez plusieurs comptes courants dans la même banque, et là il va falloir choisir le compte courant à partir duquel vous allez faire le virement. Ça peut être le compte joint, le compte individuel, enfin vous voyez ce genre de choses. Il faut que ce soit un compte courant bancaire de toute façon. Voilà. Voilà la description complète du virement simplifié. On en a terminé avec notre présentation. Je te rends la parole, Charlotte. Juste pour un petit point, insister, moi j'ai insisté sur différentes choses. En conclusion, moi je voudrais insister sur une chose, cette stratégie d'évolution des moyens de paiement et la fin progressive du recouvrement par chèque à la DGFiP nécessite qu'on ait un accompagnement très très rapproché des populations qui sont pas accoutumées à ces moyens de paiement. Donc nous, on va communiquer. On va mobiliser tous nos services en interaction usagers, nous, c'est-à-dire nous, nos guichets, les France Services, mais vous êtes en contact usager aussi. Et du coup, on a besoin de vous. Il faut que toute personne qui arrive avec son carnet de chèques pour payer, alors soit bien sûr remerciée chaleureusement de venir payer ses factures, mais du coup soit aidée et réorientée vers soit qu'on lui explique comment payer en ligne, soit qu'on l'invite à aller payer en liquide chez les buralistes en lui expliquant qu'il suffit qu'elle ait sa facture avec son QR code pour pouvoir payer chez le buraliste en liquide. Voilà, il va falloir... Il y a une partie de la population, il faudra les accompagner un par un, et donc il faut qu'on soit tous là. On va faire ça très progressivement, mais avec des étapes. Enfin, je veux dire, ça pour le coup, c'est une vraie décision. Disons qu'il y a une étape un peu décisive en 2027 où nous, en fait, le chèque se diminue naturellement. Hein. Je veux dire, nous, on part pas on n'est pas en train d'envisager de cesser un recouvrement d'un moyen de paiement qui est en explosion. Hein. Enfin, je veux dire, le chèque diminue. On va juste accélérer un peu sur la fin, la diminution, parce que nous, à partir du moment où il y en a de moins en moins, ça augmente les coûts unitaires. C'est-à-dire chaque chèque, s'il y en a plus que 5, chaque chèque va nous coûter absolument les yeux de la tête. Donc en fait, on est obligé d'accélérer la fin. Et donc on y arrive. Nous, on a une étape assez clé fin 2027. Parce que à ce moment-là, voilà, entre mi-2027 et fin 2027, nous, on n'aura plus assez de chèques. Enfin, notre objectif, c'est on n'a plus assez de chèques pour alimenter nos filières industrielles. Et donc, on va arrêter nos machines. Du coup, tous les chèques qui resteront en 2028 seront émargés manuellement. Je vous prie d'avoir une pensée amicale pour l'agent qui émarge automatiquement. Honnêtement, il nous en reste 40 millions dans nos services. On en a 10 millions qui sont traités manuellement aujourd'hui. On ne peut pas en avoir plus. Oui, vous voyez et tout ça, c'est les chèques que nous échouons à mettre dans nos machines. Soit parce que les redevables viennent les mettre dans nos boîtes aux lettres
paiement de cantine Michou, voilà, et donc vous avez un agent qui recherche désespérément la collectivité à laquelle ce cantine Michou peut correspondre, voilà, avec le nom de l'usager. Non, mais c'est ça la réalité du recouvrement quotidien, hein, voilà. Et puis vous avez ceux qui échouent dans les machines. C'est-à-dire, vous savez que pour avoir un recouvrement par chèque absolument parfait, il faut que vous remplissiez aujourd'hui, il faut que vous mettiez votre type, votre chèque, que vous ne corniez pas, que vous ne mettiez pas une feuille supplémentaire, que vous n'agrafiez pas, que voilà. Et si vous faites vraiment tout ça bien et que vous l'adressez à la bonne adresse, ça peut passer dans la machine très très vite. Sauf que c'est très très rare que ça se passe comme ça. La machine bourre, les gens ont corné, voilà, et donc c'est comme ça. Donc on va beaucoup communiquer sur ça, on va beaucoup accompagner les usagers, mais comme je vous dis, notre objectif, c'est que vraiment tout le monde ait entendu le message et tout le monde range son carnet de chèques et paye autrement. Et comme effectivement la première chose auxquelles vont penser les gens, c'est sortir leur carte bleue, il faut qu'on soit prêt à leur proposer plein d'autres manières de payer, histoire que collectivement, ça nous coûte surtout, qu'il n'y ait pas de boss qui nous coûte plus cher, quoi. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Après, le moment où on refusera un chèque n'est pas encore tout à fait arrivé. Je veux dire, quand les gens viennent nous payer, on prend, hein. Voilà. Mais je veux dire, il y a un moment où ça viendra, et surtout quand il en restera très peu. Voilà. Pour les personnes âgées, on va dire, on va parler de cela, qui ne veulent pas utiliser l'informatique Eh ben, ils doivent se rendre chez les buralistes pour payer en liquide ou par carte bleue en ce moment, mais du coup, on va leur proposer d'autres solutions. Mais effectivement, ils ont le paiement, ce qu'on appelle le paiement de proximité, vraiment fait pour eux. Et puis, alors, concernant le virement simplifié, pas de risque pour les homonymes qui ont la même banque? Ah ben, pas du tout. Il n'y a aucun risque quand vous vous loguez sur votre banque en ligne à titre personnel. Vous ne craignez jamais. Oui, mais après, Mais pas du tout. Ils vous présenteront, ils vous mettront face à votre compte espace particulier sur lequel vous allez vous connecter. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous vous connectez avec votre banque en ligne, vous ne craignez pas de vous connecter sur mon compte. Vous voyez bien, vous allez mettre votre nom, votre code, votre pouce, et voilà. Et donc là, ça va être la même chose. Ça a l'air tellement simple. Oui, ben c'est parce que c'est simple qu'on le propose. C'est simple, oui. Mais ça nécessite quand même que vous vous connectiez sur votre espace personnel avec vos identifiants personnels. Voilà. Oui, petite question, oui, pardon, par ici. Voilà. Donc Gérald Le Toulec, mairie de la Possession à La Réunion, donc 36 000 habitants. Est-ce que ça signifie la présentation de tous les moyens de paiement, donc ça n'est valable que pour les anciens titres de recettes, voilà, pas forcément les régies. Donc, est-ce que ça inciterait les communes aujourd'hui à arrêter leur régie? Je sais que beaucoup de communes étaient attachées aux régies parce qu'il y avait quand même la proximité avec les habitants, les usagers. C'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'on nous incite aussi à utiliser des moyens dématérialisés, etc. Mais si la DGFiP le fait bien, pourquoi nous, on maintiendrait ce service de régie? Est-ce que notre comptable public verrait d'un bon oeil qu'on lui dise, à partir de l'année prochaine, on arrête, nous, notre régie, on va vous envoyer des rôles de facturation, charge à vous de recouvrer. Alors, il y a deux dimensions dans votre question. Effectivement, d'une façon générale, le moyen de paiement classique, c'est que c'est nous qui recouvrons, hein, voilà. La régie, il y a des fois où c'est très nécessaire. Par exemple, pour faire entrer des gens à la piscine, je veux dire, il vaut mieux leur faire payer au moment où ils rentrent, parce que si vous leur dites je vous fais un titre, je vais l'envoyer au comptable qui va recevoir 1,30 € à recouvrer, ça, votre comptable il ne sert pas à grand chose, il va lui envoyer la facture, vous voyez, non. Donc il y a des situations où la régie pour le paiement au comptant, c'est quand même bête de s'en priver. Je veux dire, donc vous êtes très chaleureusement invités à maintenir ces régies-là, voilà. Après, de fait, vous êtes invités à vos régisseurs à un moment, doivent inciter de la même manière les usagers à payer autrement. Donc, vous avez les régies, on peut payer en liquide, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faudra qu'elles invitent à payer autrement. Donc, vous aurez le virement simplifié un jour. Enfin, c'est pas demain la veille, parce que pour l'instant, pas encore tout à fait demain la veille, parce que pour l'instant, on le développe sur PayFib, donc c'est pas le paiement. Vous avez le paiement en carte bleue. À part ça, pour l'instant, en régie... Les régies peuvent... Les régies peuvent après tout à fait, d'ailleurs c'est le cas de pas mal de régies, en fait, être sur une plateforme de paiement en ligne. Elles peuvent...
C'est le... Voilà. C'est le cas, mais c'est payant. Enfin, nous, c'est- on a un prestataire qu'on paye. Ah oui, tout à fait, c'est payant. Mais nous, on vous offre le service gratuitement. Alors, il y a un bémol. Alors, on vous le dit, le bémol, je vous le dis comme ça, vous saurez que j'ai fait une intervention parfaitement transparente. Il y a un truc qu'on ne sait pas faire, nous, à la DGFIP, je mets les pieds dans le plat. Hein. Il y a un truc qu'on ne sait pas faire, nous, c'est ce qui, dans votre vie privée, vous devez appeler la mensualisation. En facture locale, voilà. En facture locale, nous, on ne sait pas le faire. On sait le faire en fiscal. Vous voyez, avec vos impôts, on sait le faire. Mais alors, je vous explique pourquoi on ne sait pas le faire. C'est parce que le comptable, il n'a jamais pris l'initiative de recouvrer. En fait, votre comptable, c'est vous qui prenez l'initiative. Donc, dans la philosophie de travail historique du comptable, il ne travaille que sur votre ordre. Donc, votre mandatement. Donc, il ne commence à travailler que quand il a un titre. Une fois qu'il a un titre, il peut donner des délais de paiement, il peut faire payer en 5 fois, il peut faire tout ce que vous voulez avec l'usager. Mais lui, normalement, le comptable, il est saisi par vous, qui dites merci de faire payer telle personne. Or, une mensualisation, oui, mais un rôle, c'est un titre. Hein. Enfin, oui, mais dans ces cas-là, on fait. Si on sait le faire. Non, mais si c'est le paiement, si vous voulez qu'on le fasse, voilà. Ce qu'on ne sait pas faire encore, mais on a compris le problème, on va essayer de s'y mettre. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nos machines et notre philosophie d'action, on ne travaille que sur titre. Donc, on ne sait pas vous facturer avant que vous ayez titré. Donc, on ne sait pas vous préfacturer de l'eau, puisqu'en général, c'est le sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous facture de l'eau, en réalité, votre mensualisation, quand vous recevez votre facture d'eau mensuelle, ça n'a pas de caractère exécutoire, dans le sens où c'est fondé sur une estimation de votre consommation mensuelle sur la base de votre consommation précédente. Si vous ne payez pas, il ne vous arrive rien. Enfin, aujourd'hui, par exemple, si un jour, vous ne pouvez pas ne pas payer votre passe qui vous est prélevé, mais en réalité, si vous ne le payiez pas, il n'arrive rien. Il ne vous arrive quelque chose que quand vous avez la facture à la fin qui devient exécutoire. Donc nous, on ne sait pas ça, on ne sait pas le faire. Et nos machines, alors c'est pas seulement que nous, parce qu'il suffirait de changer la règle, hein, mais ce qui est le plus facile pour nous, mais c'est nos machines, elles ne savent pas le faire. Donc on a pris le point sur le besoin de prélèvement récurrent pour l'eau et l'assainissement. On va faire ce qu'on peut pour essayer de voir si on peut s'y mettre. Mais vous voyez bien, c'est un changement dans la philosophie de relation entre l'ordonnateur et le comptable. Parce que vous allez nous demander de recouvrer son titre, c'est-à-dire de faire payer des usagers alors que vous ne nous avez pas demandé de le faire. Voilà. Puis après, vous rattraperez. Il y a aussi une autre chose, c'est que vous savez, quand vous payez l'électricité en mensualisation, au mois d'août d'après, avec EDF, on vous fait on vous somme et quelquefois on vous rend de l'argent. Alors nous, rendre de l'argent, faire une facture négative. On ne sait pas trop gérer, quoi. Voilà. Donc, mais ce que je vous dis, c'est que nos machines, il va falloir qu'on les adapte à ça, et on n'est pas tout à fait prêt. Donc, si vous voulez, fermez vos régies, mais si vous voulez un vrai prélèvement récurrent sans faire un titre mensuel, gardez encore un tout petit peu vos régies. On vous alerte quand on est prêt, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà. Après, vous pouvez rationaliser vos régies. Alors, au contraire, on vous invite très chaleureusement à rationaliser vos régies, parce que vos régies sont un risque pour vous, hein. Sont un risque pour nous, sont un risque pour vous. C'est une exception au principe de monopole des deniers publics par le comptable. Donc, en réalité, quand vous avez 112 régies, une pour la piscine, une pour la photocopie, une pour le camping, vous êtes en risque, nous aussi. L'argent public est en risque. Donc ça, pour le coup, on vous invite à rationaliser vos régies, à avoir des régies multiproduits. Et plus elles seront grosses, moins il sera coûteux pour vous de leur ouvrir un compte DFT, de proposer des paiements dématérialisés, un paiement en carte bleue. Enfin voilà, sécuriser vos paiements. Voilà. Et vos régisseurs aussi. Hein. Oui. Vous avez aussi intérêt à ne pas avoir de moins possible d'espèces dans vos caisses. Voilà. Mais après, ça, c'est notre travail commun. Hein. Voilà. Bonjour. Un petit renseignement. À l'heure actuelle, par exemple, la location de la salle des fêtes, on fait payer en ligne, mais on a demandé des chèques de caution. Est-ce qu'il y a moyen de dématérialiser les Alors chèques oui, de caution? en fait, on est en train de... Je vais donner la parole à Patrick qui va vous raconter comment on fait. En fait, nous, en ce moment, comme on veut supprimer le recouvrement par chèque, on est en train de regarder tous vos usages du chèque, y compris les usages un peu détournés. Bon, vous parliez des garanties, mais vous savez, à l'école aussi, on paye le voyage scolaire ou en 3 chèques, on donne 3 chèques et ça sera payé. Voilà. Donc on est en train de prendre cas d'usage par cas d'usage et
Donc, avec les banques, développer des moyens de paiement différents qui vous permettent les mêmes cas d'usage. Donc pour la garantie. Pour la garantie, l'idée c'est qu'on voudrait intégrer sur PFIP un service de prise d'empreinte carte bancaire qui permettrait de fournir une garantie de ce type-là. Donc, dans un premier temps, on réfléchit avec la carte bancaire. Wero, dont on a parlé tout à l'heure, il y a un cas d'usage qui permet de faire un engagement de garantie comme ça et qui sera moins coûteux qu'un engagement carte bancaire. Donc, on va essayer de combiner les deux. Et puis, on est en relation avec l'Agence nationale de la cohésion territoriale qui développe un outil qu'ils appellent le Airbnb des collectivités, qui devrait permettre de mutualiser, enfin de fournir un service de location des espaces publics des collectivités, que ce soit la salle des fêtes, le gymnase, le court de tennis, la salle de réunion pour la chorale, avec un système de paiement branché sur PFIP qui permettra justement, quand on aura pu l'implémenter, de bénéficier de ce système de prise de caution pour avoir cette garantie et pouvoir se passer du chèque. Mais c'est à moyen terme. Pour l'instant, on n'a pas les moyens techniques de faire ça tout de suite. Vous avez d'autres questions? Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, merci beaucoup à tous, à la DGFiP du coup pour toutes les interventions et aussi à Nantes Métropole. Donc je vous remercie en tout cas pour ce point. Donc le PowerPoint sera mis à disposition, la vidéo aussi, et on fera aussi une mise en ligne sur le site de l'AMF avec toutes les ressources sur le virement simplifié, le prospectus et autres pour que vous puissiez aussi communiquer au besoin. Voilà, merci beaucoup à vous.